Chers utopistes, bonjour et bienvenue sur le podcast du projet Utopia, le podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Suite de notre dernier épisode en compagnie de Denis Carotti. Il s'agit de la deuxième partie de cette émission dédiée à l'esprit critique qui se clôturera avec un troisième volet le mois prochain. Avant de vous présenter l'épisode du jour, je désirais vous souhaiter une très bonne année 2024, à vous, chers auditeurs et auditrices, et à vos proches. Merci d'être présents et à l'écoute, et merci de suivre et de soutenir le projet Utopia sous toutes ses formes. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, j'ai ouvert une page Patreon et LibéraPay. Alors si vous voulez soutenir le projet et contribuer à son développement, vous pouvez faire un don sur une de ces plateformes, avec une préférence de notre part pour LibéraPay, qui est un service libre qui prendra soin de vos données personnelles. Les liens sont en description. Ces dons nous permettront de réduire le montant de nos dépenses annuelles. Je ferai bientôt une vidéo et un podcast expliquant combien nous coûte et nous rapporte notre travail pour un maximum de transparence. Mais revenons à l'émission du jour. Aujourd'hui, nous allons approfondir la question de l'esprit critique, tenter d'en exprimer les contours et la complexité. Où en est Denis dans ses questionnements actuels ? Peut-on limiter l'esprit critique à l'utilisation de certains outils épistémiques ? Peut-on transmettre l'esprit critique ? Et si oui, est-ce simple d'y parvenir ? Avec Denis, docteur en sciences de l'éducation et formateur dans le cadre de l'éducation nationale aux questions en lien avec la citoyenneté et l'esprit critique, nous allons tenter de répondre à ces questions. Je pense que quand on parle d'esprit critique, quand même, la base, c'est quand même déjà se poser la question de la définition. Dès qu'on pose la question, je pense à des gens, ils savent pas en fait réellement ce qu'il y a derrière l'esprit critique. Il y a des mots sûrement qui reviennent. Je pense que dans les formations que tu fais, tu dois poser un peu cette question de la définition et peut-être qu'il y a des gens qui doivent sortir des mots comme réflexion, des mots comme analyse, des choses comme ça. Qu'est-ce que on peut dire de la définition de l'esprit critique dans l'espace public et aussi dans la littérature scientifique ? C'est difficile la définition dans l'espace public. Je sais que dans les deux derniers baromètres de l'esprit critique qui ont été diffusés, on retrouve, et c'est la manière de faire, on retrouve des choix faits par les gens qui sont assez proches des définitions qu'on peut retrouver dans la littérature. Mais ce sont des propositions qu'on donne aux gens et ils doivent cocher avec lesquelles ils sont d'accord. Il n'y a pas des réponses ouvertes. Donc ça limite un peu notre vision de ce qu'ils penseraient naturellement, avec des guillemets, de ce que c'est que l'esprit critique. Quand on interroge spontanément les gens, j'ai pas de données en France particulières à donner sur la population, j'ai pas d'avis là-dessus parce que j'en ai pas. La seule chose que j'ai de manière très expérientielle et personnelle, mais qui s'est reproduit un grand nombre de fois, et donc je vais parler de ce que je vois le plus souvent, c'est lorsque j'interviens donc énormément pour les élèves, pas simplement pour les profs, et donc je pose toujours la question de savoir ce qu'ils mettent derrière le terme esprit critique. Alors tu as raison, pour les plus âgés, on va dire, je retrouve souvent ces histoires de « il faut réfléchir », c'est analyser, et donc évidemment je leur pose la question de savoir ce que ça veut dire réfléchir et analyser. On retombe un peu à l'envers, ils ne savent pas vraiment le définir, en tout cas ils n'arrivent pas à donner forcément de critères. Spontanément, après quand on cherche un peu ils y arrivent. Mais la réponse qui vient le plus souvent entre les 12-16 ans, on va dire, c'est qu'ils me disent que l'esprit critique, c'est être capable de donner son opinion. Ah oui. C'est à la fois étonnant et pas étonnant, parce que, évidemment, c'est une réponse assez courte. Après, quand tu fais creuser un petit peu, tu vois ce qu'ils veulent dire derrière. Donc, donner son opinion, ça veut dire, pour eux, au départ, ça choque un peu quand tu dis « Attends, dès que je donne mon opinion, je fais preuve d'esprit critique. » Évidemment, ils disent « Non, mais si, quand même un peu, parce que du moment où j'exprime une opinion, ça veut dire que j'ose, d'une certaine manière, prononcer devant les autres. » Tu dois ordonner ta pensée, en gros. Et du coup, tu dois faire quelque chose, tu dois penser. Quoi. Et on revient à Kant. Alors, oser savoir, oser se questionner, oser penser, tu vois. Très bien. Finalement, c'est pas si mauvais que ça, quoi, de se dire que exprimer son opinion, c'est déjà faire preuve aussi d'esprit critique. Ça suffit pas, évidemment, et on peut amender et rajouter des critères pour dire que oui, ok, mais alors, si je pense à ce que je vais manger ce soir, est-ce que je fais vraiment preuve d'esprit critique ? Non. Ah, alors pourquoi ? Parce qu'en réalité, et hop, on développe tous ces éléments qui vont signifier plus précisément ce que c'est que l'esprit critique. Donc c'est la seule chose que je peux dire de ce que je vois de l'opinion des plus jeunes. Quand ce sont des personnes plus âgées, honnêtement, les avis des gens
sur l'esprit critique sont vraiment pas si mauvais que ça. Hein. Il y a vraiment des points, on retombe sur des éléments de définition que plein de chercheurs, chercheuses, philosophes, psychologues ont donné autour de l'esprit critique. Ok. Est-ce que tu peux expliciter du coup qu'est-ce qu'on entend par esprit critique dans la littérature? La vraie définition. Eh bien, écoute, oui, voilà. Alors, la vraie définition, tu l'as. Je sais que tu l'as. J'ai la vraie définition. Tu l'as trouvée dans ta thèse. Donc, tu as tourné la page et elle a été écrite. Exactement. Alors ça a été le truc. C'est vrai que je me suis dit, est-ce qu'il faut que, comme tous les auteurs et les autrices, je produise ma propre définition de l'esprit critique? Ah, c'est la classe quand même. Hein. Tu sors de là, tu fais, hey, j'ai ma définition de l'esprit critique. Vous allez pouvoir la citer avec toutes celles. Non, ce qui m'avait fait marrer dans mes premières recherches, donc en 2008-2009, pendant mon master, je découvre un des rares ouvrages en français qui parle d'esprit critique, qui est celui de Jacques Boisvert. Oui, Jacques, si tu nous entends. Et Jacques Boisvert écrit ce livre, La formation à la pensée critique, parce qu'au Québec, c'est pensée critique, hein, ils traduisent critical thinking par pensée critique, ce qui est plutôt exact. Et nous, en France, d'ailleurs, c'est esprit critique, c'est comme ça. Et dans son livre, il fait la liste en fait de quelques auteurs seulement, et donc il y en a bien plus, qui tentent de donner donc leur définition. Donc déjà, ça va me marquer à l'époque de dire waouh, mais attends, personne qui est d'accord sur ce que c'est que l'esprit critique. Il n'y a pas la définition commune ou mince alors. Bon, voilà, ma première question c'était ça. Est-ce que je vais arriver à trouver une définition de l'esprit critique? Entre-temps, il y a eu tout le travail fait par le projet ANR, développer l'esprit critique, qui a tenté de formuler sa définition. Donc c'est une définition dont je me sers maintenant, avec évidemment toutes les réserves qu'il faut, parce que c'est une définition restrictive. Je vais en parler, je vais la donner après. J'aime beaucoup aussi citer... Je la trouve très restrictive aussi. Elle l'est, mais il y a des raisons à ça. Mais en même temps, si elle n'est pas restrictive, je vais t'en donner une, et tout le monde... je pense que les gens qui vont écouter vont dire « Ah bah oui, c'est vrai ». Et puis, en fait, elle est peut-être... restrictive aussi, peut-être. Ou au contraire, trop large. Ah, peut-être trop large, oui, d'accord. Tu vois, si tu prends la définition de Robert Ennis, Robert Hugh Ennis, il dit que la pensée critique, c'est une pensée réflexive, raisonnable, tournée vers ce qu'il faut croire ou faire. J'ai pas mis tous les mots dans le bon sens, là, je le fais de tête. Mais tu te dis, c'est vrai que c'est pas bête, quand même. Donc, c'est une pensée raisonnable. Donc ok, donc il y a des raisons, on réfléchit avec des raisons, on doit la tourner aussi vers nous-mêmes, elle est réflexive, elle se questionne aussi très bien, et elle met clairement l'objectif, c'est-à-dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Donc on n'est pas simplement sur ce qu'il faut croire, mais on a aussi une dimension agir, faire des choses, et ça j'aime bien. Ok, bon, on parle d'esprit critique, on parle de pensée critique, mais est-ce que c'est pas trop large en fait? Est-ce que ça s'applique pas en fait à toutes nos pensées, quoi, d'une certaine manière? Alors du coup, la pensée critique serait en fait la pensée. Et puis voilà, ma question, ça serait, c'est quoi la différence entre la pensée et la pensée critique? Puisque là, je vais me lever, je vais partir, je vais décider par quel chemin je passe. C'est de la pensée critique? Oui, ben en plus, si on connaît quelques notions de psychologie cognitive, ou même de neurosciences, enfin tout ce qui est lié à la cognition, je sais que là, c'est beaucoup plus l'intuition qui va jouer que l'analyse, quoi. Sur une question comme ça, en tout cas. Bien sûr. Et puis, la part des émotions, et puis il y a plein de choses. Le contexte, est-ce que du coup, là, c'est mieux éclairé, là, plus sombre, voilà. Donc, tu vois, il y avait tout ça dans ma tête quand j'essayais de m'arrêter sur une définition. Et d'ailleurs, cette définition, je vais en donner une qui est suffisamment large pour qu'elle puisse ensuite faire rentrer toutes les nuances qu'on veut dedans. Voilà. Donc, la première chose qu'on doit dire, c'est que, et c'est quelque chose que j'ai essayé de creuser dans toute une partie de la thèse, c'était, est-ce que la définition de l'esprit critique doit être claire sur quels sont ses objectifs? Est-ce qu'on doit mettre le pourquoi l'esprit critique dans la définition de l'esprit critique? C'est déjà une question en soi, en fait. Est-ce qu'on peut le restreindre à juste ce que c'est, ontologiquement, quoi? Ou est-ce qu'on doit aussi parler au niveau prescriptif de pourquoi elle est là, quoi, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, mais du coup, la prescription, elle est liée à toi, pourquoi tu le fais. Et oui. Et donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde, que tous ceux qui pratiquent l'esprit critique ne sont pas dans la même démarche. Le geste éducatif, quoi. Je précise parce que ça peut être mal compris. Quand je dis les personnes qui mobilisent l'esprit critique, je parle de tout le monde. Hein. Ah oui, d'accord. Je parle pas de personnes qui s'intéressent à ce sujet. Je parle de tout le monde en général, donc...
Moi, je pensais que tu parlais aussi du fait que j'avais une action pédagogique et qu'il y avait aussi ce geste-là. Oui, non, pas forcément. Donc c'est pourquoi on travaille l'esprit critique, on y reviendra, mais il me semble que c'est fondamental quand on parle d'éducation à l'esprit critique. Donc l'esprit critique tourné vers quoi? Donc moi je réponds tourné vers l'autonomie intellectuelle. Je pense que c'est l'objectif qui est à atteindre. On y reviendra. Et donc dans la définition assez large de l'esprit critique, on va dire que c'est un ensemble de capacités, donc d'aptitude à faire quelque chose, à réaliser un certain nombre de tâches intellectuelles. Ces tâches ou ces aptitudes qu'on va réaliser, on ne peut pas circonscrire l'esprit critique à ça, parce que sinon on serait juste des robots faits pour quelque chose, mais il faut leur ajouter à toutes ces capacités des tendances, des attitudes, parfois on appelle ça comme ça aussi, ou des dispositions qui vont nous amener à pratiquer, à être enclin à appliquer ces Par capacités. exemple, pour expliquer pour les personnes qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, par exemple, être en contradiction avec une idée qu'on reçoit, c'est quelque chose qui va activer, qui va nous mettre en disposition d'être critique. Exactement. Ça peut être aussi développer la curiosité, ça peut être aussi faire preuve d'une appétence pour ce qui est plutôt fiable plutôt que pour ce qui ne l'est pas. Oui. Donc, allez, être plutôt sensible à la vérité qu'à n'importe quoi, hein, qui dirait que tout se vaut. Ça peut être évidemment être conscient des limites de notre traitement de l'information, de nos jugements, de notre manière de réfléchir. Ça sur soi-même, quoi, du coup. Donc, vous voyez, ce qu'on appellera l'humilité. Ça peut être aussi une véritable ambition de se dire que ce qui compte, c'est de forger un avis éclairé sur des raisons suffisantes et valables, des preuves solides, des arguments valides. Il faut que ça compte aussi pour nous, parce que si ça compte pas, même si on est attaché à la vérité ou la fiabilité, peut-être qu'on a d'autres moyens d'y arriver qui sont peut-être un peu moins bons ou un peu moins efficaces. Il y a aussi tout cet esprit de nuance. Comment on va, alors on peut l'appeler la perception de la complexité, comment on va être capable de gérer aussi l'incertitude, comment on va être enclin à la rigueur aussi dans notre manière de, éthiquement parlant d'ailleurs, ou au niveau logique, comment on va raisonner. Donc toutes ces dispositions, d'ailleurs on peut rentrer dans les nuances, il faut qu'on ait une sensibilité à repérer les moments où il faut activer notre esprit critique. Comme tu l'as dit, à un moment donné, il y a une contradiction, où on me touche du doigt et on me dit « Tiens, là, tu t'es trompé. » Ah, ça devrait activer quelque chose dans ma tête qui devrait m'amener à mener l'enquête pour vérifier si je me suis pas trompé ou être sûr de ce que j'ai raconté. Hop, et voilà, donc là, ça a déclenché quelque chose, mais j'ai été sensible à cet événement-là. J'ai été sensible à ce qu'on m'a fait remarquer, par exemple. Oui, parce que concrètement, dans cet exemple que je donnais, que tu as repris là, d'être dans une contradiction, si quelqu'un critique, la démarche, on va dire... spontané, ça va être de répondre un peu où ça va. J'ai raison, t'as tort. Voilà, t'énerver un peu et de mobiliser en fait dans ta tête tous les arguments pour défendre en fait l'esprit critique. Ça en fait partie en fait, hein, aussi de trouver des arguments, etc. Ça en fait partie aussi de l'esprit critique, mais il y a aussi cette dimension, comme tu disais, d'humilité et donc de savoir se dire peut-être que je me trompe, peut-être que ces arguments sont bons. Je vais d'abord analyser ces arguments pour ensuite potentiellement articuler ma réflexion derrière et donc me dire okay, qu'est-ce que j'en fais quoi. Là, je me suis trompé, là, je suis d'accord avec toi, mais peut-être pas tout à fait sur ce point-là, enfin, tu vois. Je repère. Ce qui est important de préciser quand même, c'est que l'esprit critique, c'est quand même beaucoup aussi faire attention à la manière dont on pense soi-même. Oui, allez, donc... Et on l'oublie des fois. Il y a un troisième point que j'ai pas donné, donc j'ai parlé de capacité, j'ai parlé de disposition, d'attitude ou de savoir-être, et évidemment, les connaissances sur un sujet donné. Ça paraît un peu évident, d'ailleurs, ça c'était on me leur a souvent posé la question, c'est est-ce que si tu as des connaissances parfaites sur un sujet donné, est-ce que tu fais preuve d'esprit critique? C'est vrai que c'est une bonne question. Toi, tu penses pas. Moi non plus, je pense pas. Mais pourquoi? Alors... Non, mais c'est vrai, parce que si je sais tout sur un sujet donné, si je suis le meilleur expert du monde sur un sujet donné, en quoi est-ce que je fais pas preuve d'esprit critique sur ce sujet donné? En fait, je peux vraiment... je pense pour se dire qu'on a vraiment l'esprit critique sur ce sujet, c'est s'intéresser aussi aux limites de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que à partir du moment où tu connais, tu as une grosse connaissance d'un sujet, si tu te questionnes pas sur oui, mais du coup, qu'est-ce que je ne sais pas dans tout ce que je connais, et quelles sont les limites de ma connaissance, etc., c'est difficile du coup vraiment d'avoir de l'esprit critique. Être lucide, sa propre matière. Être lucide sur ce qu'on sait, sur ce qu'on sait moins, les limites de tout ça, bien sûr. Et là, tu vois que tu parles de disposition d'une certaine manière.
Oui, il faut être prompt à se poser ces questions-là. Ouais. Et ça, je pense que on le cultive, on le développe, ça c'est pas par magie qu'on l'a, ça vient de notre éducation, par nos proches, famille, aussi les éducateurs, les éducatrices qu'on va rencontrer. Donc tout ça, ça compte aussi beaucoup pour essayer de les faire croître et amener à ce que, évidemment, les connaissances soient un appui pour pouvoir détecter quand ça sent pas bon, quand on est en train de... L'esprit critique sans connaissance, on peut le dire aussi. Hein, l'esprit critique à vide, comme on le dit souvent, c'est illusoire. Quoique... Ça peut aider, avec certains outils, comme on dit, ça peut aider certaines choses à se poser des questions, en tout cas à se poser les bonnes questions. Ça peut. Mais en tout cas, c'est pas suffisant. C'est pas en soi. Pour avoir une certitude derrière, il faut quand même aller creuser un peu. Et puis, regardons les choses de manière opérationnelle. Vu qu'on peut rencontrer une experte ou un expert d'un domaine donné qui serait absolument calé sur tout. Mais on est bien d'accord que c'est quelqu'un qui serait calé sur un tout petit domaine en réalité pour être aussi fort. Donc, ok, il a peut-être de l'esprit critique sur ce domaine-là, mais dans la réalité, personne ne l'est sur 99,9% des sujets. Donc la réalité, c'est qu'on n'a pas les connaissances pour s'en sortir. Donc elle se pose même pas la question, on n'est pas omniscient. Donc il faut développer d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, pour arriver à ce que, quel que soit le sujet, on ait un minimum d'esprit critique sur ces sujets-là. Et donc, se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit critique sur certains sujets, donc, tu vois, quand j'ai dit des capacités, des dispositions, des savoir-être, et puis des connaissances, on va dire sur un thème donné, oui, mais elles servent à quoi en fait ? Voilà, tu vois, on en revient toujours à ça. Il me semble que ça fait partie de la définition, parce que là, je ne l'ai toujours pas dit, enfin si, je l'ai dit au tout début, elles servent à quoi toutes ces compétences, pour donner un mot très général, elles servent à tendre vers une forme d'autonomie intellectuelle. Je pense que c'est ça qui fait aussi partie de la définition. Ouais, moi c'est aussi un point que je trouve très important, en fait, la question de l'autonomie intellectuelle, mais en fait je pense qu'il faut le définir, enfin il faut l'expliquer aussi, parce que c'est flou là comme ça. C'est très flou, oui. Ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est la question de penser par soi-même, qu'on entend souvent chez les conspirationnistes. Et donc on va pas dire, vu ce qu'on fait comme travail au quotidien, pensez par vous-même. Voilà, les conspirationnistes, c'est pas trop la même tasse de thé que ceux qu'on aime bien lire ou suivre en général, quoi, tu vois. Et c'est vrai que c'est là la question, du coup, c'est quoi la différence entre un conspirationniste qui va dire penser par soi-même et ton autonomie intellectuelle dont tu parles là. Alors il y en a plusieurs. Dans un cours que je conseille d'ailleurs, si on a le temps, de Claudine Tiercelin au Collège de France, qui est en ligne, et j'y reviendrai après parce qu'elle parle aussi d'un sujet là, que j'ai pas encore abordé, qui est lié avec les dispositions, qui est celui des vertus intellectuelles, ou des vertus critiques, comme je les ai appelées. Quand on parle de conspirationnisme ou de complotisme, il y a cette idée de est-ce que ces personnes-là ne seraient pas en train de se poser de mauvaises questions ? Parce que dans leur démarche, essayer de penser par soi-même, essayer de ne pas se faire manipuler, essayer d'en savoir davantage, essayer de connaître la vérité. Je veux dire, si je ne dis pas de quoi je parle, là, c'est plutôt pas mal, il me semble, tout ce que je viens de dire là. Donc par contre, est-ce que les questions sont tournées vers le bon sujet, d'une certaine manière ? Est-ce qu'ils ont raison de gaspiller ou de prendre du temps ? Parce que c'est ce qu'on dit, nous, non-complotistes. On dit, mais attendez, oui, on est allé sur la Lune. Enfin, il y a de bonnes raisons de penser ça quand même. Et là, vous cherchez des choses... Vous perdez du temps alors qu'il y a plein d'autres sujets qui devraient nous mobiliser parce qu'on est en train vraiment de se faire avoir. Donc tournons nos efforts vers d'autres choses. Donc il y a la question de mener l'enquête au bon endroit. Ça c'est une première distinction. Je trouve que les outils qui mobilisent parfois, ils le font plutôt pas mal. C'est juste qu'ils le tournent pas au bon endroit. Alors après évidemment, il y en a qui, dans leur manière de faire, sont pas très doués non plus, il faut bien le dire. Et il y a tout un travail aussi sur les biais, les outils qui sont mal utilisés. D'accord. Le deuxième point, c'est que chez les complotistes, il y a la non-reconnaissance d'une référence à l'autre pour penser. On leur dit « pensez par vous-même ». Et moi j'ai envie de dire « pourquoi ?» On en revient toujours au pourquoi. Ben voilà. Mais le fait que je te dise pourquoi tu me demandes de penser par moi-même, à la fois j'exprime le fait que je pense par moi-même, et comme je te dis pourquoi, je t'interroge sur le fait de devoir penser par moi-même, ce qui fait que je peux nier le fait de devoir penser par moi-même. On a envie de dire, parce que si on laisse les autres penser pour nous-mêmes, ça veut dire que déjà il y en a qui pensent par eux-mêmes, puisque eux ils pensent pour les autres, et que du coup on laisse en fait les autres décider à notre place, et donc faire des choix qui peuvent nous
peut se faire avoir, en fait, tout simplement. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a cette non-reconnaissance du fait que quelqu'un qui sera engagé dans une pensée conspirationniste a toujours une référence à l'autre. Toujours une référence à une source, en fait, à qui il va faire confiance. Bien sûr. Et ça me permet de faire le lien peut-être avec la définition restrictive, certes, mais opérationnelle, du projet NR dont j'ai parlé tout à l'heure, autour de l'esprit critique, qui met l'accent sur cette notion de confiance. De confiance bien calibrée. L'ensemble des capacités... Oui, parce que je vais te dire, oui. quand on a... Les zététiciens, toutes les personnes dont on a parlé au départ, ceux qui mobilisent l'idée qu'ils utilisent l'esprit critique, en fait, ils font aussi confiance. Bien sûr. Donc, ils font souvent à des personnes. Les complotistes font confiance, les zététiciens font confiance, nous faisons tous confiance à certaines personnes. Quand on va à l'école. Depuis qu'on est plus jeune âge, la plupart, voire même la totalité des connaissances qu'on a acquises sur le monde ne sont pas le fait de notre expérience personnelle. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon on en restera encore à des connaissances d'il y a 4000 ans, quoi. Bien sûr. Donc, on ne saurait même pas faire le feu. Ça, sans doute pas faire le feu. Peut-être même pas que ça existe, de la possibilité de faire le feu. Exactement. Non, mais c'est vrai. Donc, on fait confiance. Et tu vois, donc c'est une des différences, peut-être, c'est que la personne qui... Enfin, non, attention. Je vais dire un truc peut-être un peu fort, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas complotistes, mais qui pourraient l'être d'une certaine manière parce qu'elles délèguent leur confiance pour d'aussi mauvaises raisons que certains complotistes le font à des mauvaises sources. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui, c'est un peu fort peut-être ce que je vais dire là, mais qui va dire voilà comment est le monde, voilà la Terre est plutôt sphérique, voilà comment est l'ADN, voilà quel est le nom de tel roi à telle époque, et qui affiche ses connaissances, mais sans avoir aucune conscience des méthodes qui ont permis d'avoir accès à ça, et de pourquoi on a raison d'y faire confiance, je pense que c'est exactement le même problème qu'un complotiste qui va, sans trop le savoir, déléguer sa confiance en d'autres personnes, en d'autres sources, pour sans doute à peu près les mêmes raisons, sans trop savoir pourquoi. À part une idée qui est forte, c'est qu'on accorde plus de valeur à certaines sources qu'à d'autres. Oui, alors il y a peut-être aussi une sorte d'intuition statistique en se disant quand même depuis autant de temps, que ce soit aussi intégré dans le système, qu'on le sache depuis tout genre, que les gens se basent sur ça pour construire d'autres choses, sur ces informations-là pour fabriquer d'autres choses qui fonctionnent. Donc on se dit que quand même, intuitivement, on se dit quand même, il n'y a pas vraiment de raison de remettre en question a priori. Tu vois, bien sûr, je pense que d'un point de vue intuitif, il y a ça qui joue. Ouais. Mais après, sur le Père Noël, ça marche pas, quoi. Ouais, par exemple. Pour un enfant, ça marche pas. C'est vrai, ça. Il se fie à ce que tout le monde lui dit, et ce que font tous les enfants, et il a tort. Bon, voilà. Donc voilà, je reviens à la définition. Dans ce mot de confiance, en fait, il va apparaître pour décrire l'esprit critique comme la calibration de la confiance qu'on va accorder à une information au regard de l'évaluation de la qualité de cette information. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit dans la définition, d'ailleurs j'y suis revenu aussi quand j'ai écrit cette thèse, c'était de dire, mais il faut assumer le fait que on suppose que quelqu'un qui ferait une évaluation assez haute de la qualité d'une info devrait, je dis bien devrait, comme une voiture devrait bien rouler si on a bien réglé son moteur, donc quelqu'un qui aurait bien évalué la fiabilité devrait faire confiance à cette information. Et ben ça, le lien en réalité, c'est une position philosophique, quoi. De dire que calibration de la confiance égale évaluation de la fiabilité, en tout cas est corrélée. J'évalue ce que tu me dis, j'évalue le travail d'un papier scientifique, donc je fais confiance à ce truc-là. Ben, en réalité, non. Il y a des gens qui vont dire « Oh, ouais, ok, c'est fiable », mais je ne fais pas confiance. Et parce qu'il y a de là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'autres raisons qui font qu'on va forger une opinion sur un sujet. Opinion, confiance, là, pour le coup, ça ressemble un petit peu, qui dépasse simplement l'analyse de la fiabilité. Je crois que tu n'as pas vraiment défini la question de l'autonomie intellectuelle, finalement. Oui. Alors, l'autonomie intellectuelle, on peut le définir déjà négativement, parce que ça n'est pas. D'accord. Bon, déjà, l'autonomie intellectuelle, ce n'est pas penser seul, sans aucune référence aux autres. Ce n'est pas l'autarcie ou l'individualisme intellectuel. Penser totalement seul, on est d'accord, hein, ça ne marche pas trop. On ne peut pas penser sans les autres, sans les apports des autres. Ça, alors, oui, si on prend un individu tout seul, il va pouvoir penser, bien sûr, mais quand on parle
des croyances qu'on va former ou des connaissances qu'on va avoir sur le monde, c'est un peu utopique de penser qu'on va y arriver. Et surtout, on parle, je pense, du contexte de notre vie de tous les jours, c'est-à-dire on croise toujours des gens, et non forcément toujours en contact avec des gens qui vont apporter des arguments, qui vont nous faire réfléchir. Tout le temps. Soit pour, soit contre, etc., etc. Et donc l'autonomie, elle se situe dans ce moment où on va être, là par contre, seul face à nous-mêmes, pour évaluer, raisonner, pour forger une opinion la plus raisonnée possible, la plus justifiée possible sur un sujet donné. Si je suis capable d'accomplir ce geste intellectuel, d'avoir des raisons de penser ce que je pense, alors il me semble que là on tend vers l'autonomie intellectuelle. C'est-à-dire aussi être capable, s'il le faut, de remettre en question tout ce dont on a cru, enfin en tout cas une bonne partie. Ça fait partie des dispositions qui vont être nécessaires pour atteindre l'autonomie intellectuelle. Oui, voilà. Il faut être exactement. capable de ça. Ah, oui. Et ça, est-ce que c'est une idée qui est facile à faire passer auprès des professeurs, par exemple ? La remise en question ? Parce que potentiellement, ça veut dire que les élèves pourraient remettre en question aussi ce qu'on leur transmet à l'école. C'est le challenge d'une formation. Ouais. C'est le challenge d'une formation parce qu'on est toujours dans une situation particulière où on doit nécessairement dans une salle de classe avoir cette relation dissymétrique de... Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais c'est quand même dissymétrique. Hein. On est le sachant et il y a des élèves qui savent pas. C'est comme ça. Sinon, il n'y a pas besoin de professeur à un moment donné. Alors on pourra toujours dire que oui, on va amener les élèves avec eux à construire, oui, mais on sait des trucs qu'ils ne savent pas. Donc il y a toujours une histoire de transmission. Donc ça c'est sûr. Et donc dans cette position dissymétrique... Même si on est d'accord, on ne parle pas de zéro chez les élèves. Non, bien sûr que non. Mais il y a quand même une dissymétrie. Et puis déjà dans le rapport à l'autorité, on a une position qui nous permet de dire à l'élève de s'asseoir, de se lever, de se taire, etc. Donc c'est dissymétrique. Alors il y a évidemment des classes dans lesquelles ça l'est un peu moins. Les classes freinées, on va avoir d'autres pratiques, d'autres manières de faire, il n'y a pas de problème. Mais dans, on va dire, la majorité des cas, c'est pas ça. Et donc, oui, pour un enseignant, d'être capable de dire à un moment donné, je ne sais pas, je me renseignerai, tu as peut-être raison, je me suis peut-être trompé, c'est pas le geste le plus facile. Mais j'ai rarement, je crois que jamais, entendu des collègues contester qu'il était nécessaire d'en passer par là pour développer l'esprit critique avec les élèves, pour au moins une raison, qui est celle de faire passer, de travailler les dispositions et les attitudes. D'accord. Si on ne l'est pas nous-mêmes. Et du coup, comment on peut faire passer ces dispositions ? Parce que transmettre des capacités et des outils, etc., ça paraît assez simple, c'est ce qu'on fait à l'école au quotidien tout le temps. Pas confondre corrélation-causalité, voilà, c'est très bien. Mais après, les dispositions, comment on les transmet, comment on donne envie en fait aux gens de mobiliser en fait tout ça, quoi. C'est la vieille question des vertus, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme. Parce que on peut voir les dispositions comme simplement développer cette sensibilité, ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, aux situations dans lesquelles où il va falloir mobiliser les capacités. Donc, je sais parfaitement je sais parfaitement faire la distinction entre corrélation et causalité. Voilà, j'ai cette capacité-là, j'ai cette aptitude, j'ai travaillé, j'ai compris le truc, quoi, je vois bien. Et donc, une disposition, ça pourrait être le moment où je repère que là, je suis face à une corrélation et qu'on est en train de me la faire passer pour une causalité. Ah, ça y est, j'ai repéré. Donc maintenant, je vais voir si c'est bien une corrélation. Est-ce que c'est pas une causalité ? Bon, tu vois, donc là, la disposition vue comme ça. Donc, on peut entraîner les élèves à, et là c'est tout bête, hein, c'est un geste pédagogique classique, on les soumet à plein d'exemples variés, sur plein de domaines différents, sur plein de thèmes différents. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est de dire, pour travailler ces dispositions à repérer, il faut varier les contextes, varier les exemples. Tu vois, ça, c'est la première chose. Mais on parle pas le but. Le but, c'est qu'ils arrivent dans la vie de tous les jours, puisque le but, c'est le transfert aussi, c'est qu'ils arrivent à faire ça dans la vie de tous les jours. C'est d'arriver à ne pas passer à côté de situations où ils devraient mobiliser ces capacités. D'accord. Donc on multiplie les exemples. Okay. Dans les contextes différents et variés. Donc tu utilises plutôt des exemples auxquels ils peuvent être confrontés, je suppose. Oui. On essaye le plus possible de trouver des exemples qui se rattachent à la vie de tous les jours, de la vie quotidienne d'une certaine manière, où on a ces petits moments où on peut ne pas repérer. Et là on dit, tiens, regardez, c'est une situation dans laquelle on pourrait le repérer, vous avez vu pourquoi ? Ah non, j'avais pas vu. Et bien voilà, maintenant on peut travailler là-dessus. Évidemment, on peut leur demander aussi de produire des exemples. Peut être aussi une solution. Imaginez dans quelle situation on pourrait rencontrer, par exemple, un graphique un peu fallacieux, dans quel moment on aurait tel argument qui ne tient pas la route. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a aussi des travaux qu'on repère souvent chez les enseignants, qui sont de faire créer des arguments fallacieux pour pouvoir mieux les repérer après.
Donc on est sur toujours cette disposition, cette sensibilité à repérer. Mais tu vois que là déjà on dit tiens, mais est-ce que ça serait pas juste là une aptitude pour le coup, c'est pas ce que j'allais dire. On travaille pas une capacité là. Bon, donc il y a des discussions, il y a des auteurs qui disent que c'est une disposition, il y en a qui disent que c'est une capacité. J'avoue que là c'est pas très important à la rigueur d'avoir la dichotomie du moment qu'on travaille pour arriver à faire ce transfert là. Non, moi je crois que ta question c'était plutôt comment on travaille ces traits de caractère quoi. C'est ça plutôt, ouais. Et c'est ça que j'appelle vertu. C'est vraiment, alors une vertu, c'est une excellence, pour le coup, c'est une qualité. Et donc, j'allais dire que la vertu, c'est on vise, tu vois, c'est asymptotique, on va essayer de tendre vers cette qualité de caractère. Ça pose plein de questions au point de vue éducatif. Mais, pour répondre à ta question, si on souhaite travailler sur le caractère, le savoir-être, au sens vraiment, ce qu'on a défini, être plutôt curieux, être plutôt rationnel, être plutôt humble, être plutôt lucide, être plutôt nuancé, être plutôt sensible à la fiabilité, à la vérité plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas 36 façons, à mon avis, d'y arriver, et c'est pas tellement développé dans la littérature, pour des raisons que j'évoquerai juste après. En tout cas, pour essayer de le faire, il y a l'exemple. Bon voilà, ça c'est le truc classique. Hein. Incarnons nous-mêmes ces vertus. Ne soyons pas... un rigoriste, dogmatique, figé sur ses positions, incapable de se remettre en question, qui n'en a rien à faire de savoir si c'est vrai ou faux, et qui pense que finalement tout est vrai ou tout est faux, et que ça ne changera jamais. Il faut l'incarner. C'est la question que tu posais tout à l'heure, le prof qui est capable de dire, de se remettre en question, de dire je ne sais pas, mais de montrer à quel point il est curieux de la vie de ses élèves, tous ces moments où on va incarner quelque chose, et on va donner un modèle en fait à nos élèves. Alors, ça pose des soucis, hein, mais voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, ça pose des soucis, oui, je comprends. Mais après, c'est vrai que moi j'interviens moins souvent, mais lorsque j'interviens avec des collégiens, quand je suis face, par exemple, à une question qui me piège un peu, entre guillemets, ou à laquelle je ne saurais pas trop comment répondre parce que ce serait trop complexe, tu vois, ça prendrait trop de temps et que j'ai pas le temps. En général, je repose des questions derrière. J'invite en fait, déjà, moi je pose la question en même temps, souvent, parce que des fois je ne m'attendais pas forcément à la question. Et j'essaie justement de poser les questions pour essayer, comme je disais tout à l'heure, poser un peu les limites en fait de la question dont il m'a posé, pour que la personne elle-même elle se pose ces questions-là ensuite. Mais après, on n'a pas toujours la possibilité technique quand on est face à des élèves de développer tout, hein, comme tu disais, on a quand même un temps limité. On restreint. Mais le questionnement, donc tu as raison. Après, poser une question plutôt qu'affirmer, mais d'une certaine manière, c'est une qualité qu'on peut développer, de savoir poser une question plutôt que d'affirmer quelque chose. Oui, c'est quelque chose que j'ai mis en place parce que j'étais bien mal à l'aise, en fait, des fois, parce que je ne savais pas trop comment me positionner. Et c'était un moyen, finalement, pratique, de ne pas avoir à me positionner, tout en questionnant les certitudes de l'élève ou les questions, la pertinence de la question de l'élève, quoi. Il y a cet exemple que je ressors souvent, et il n'est pas de moi, mais je serais bien incapable de dire d'où il vient. Tu sais, c'est l'élève, et ça c'est la réalité par contre, qui me pose la question de savoir si on est vraiment allé sur la Lune ou pas, enfin plutôt de dire qu'on n'y est pas allé, et tu sais de répondre, mais en fait tu es bien naïf, la Lune, t'es sûr qu'elle existe? Et tu vois, par une question en fait, la question est là. Mais c'est un retournement par l'absurde. Oui. Par l'absurde, oui. Et qui va poser en fait un point épistémo très important, qui est celui de mais comment tu sais ce que tu sais, et à qui tu fais confiance pour savoir ça. Voilà. Et donc on revient au cœur de... Ça reste plus problématique peut-être s'il te dit oui mais en fait je sais pas. S'il s'arrête là, tu vois. Ah oui, parce que l'incertitude totale, ça reste aussi un... C'est un problème, mais c'est quand même peut-être... je vais prendre un exemple après rigolo. C'est quand même peut-être moins problématique. Là, l'autre jour, il y a une élève à qui je dis... je montre une vidéo, tu sais, un lanceur de baseball qui lance sa balle et il y a un oiseau qui passe. Et c'est la balle qui percute l'oiseau alors que le batteur attendait de la taper. Et je pose la question, à votre avis, il y a une chance sur combien que ça arrive? En fait, il n'y a pas de réponse à ça, on ne peut pas estimer, mais je voudrais qu'ils me disent une chance sur beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une élève qui dit, une étudiante, qui me dit une chance sur 2. Parce qu'elle me dit, soit ça arrive pas. Tu vois. Et donc ça me fait penser à cette incertitude que tu soulèves, et je sais pas moi, peut-être qu'on y allait, peut-être qu'on n'y est pas allé, c'est aussi probable l'un que l'autre. Et je pense qu'il y a plein de moyens pédagogiques en fait de montrer que les choses sont pas égales, hein. C'est pas soit ça arrive pas. Je sais plus ce que je lui ai répondu, je fais alors si je sors dans la rue, j'ai une chance sur 2 de me prendre un astéroïde sur la tête, une météorite.
Il fait oui. Il fait ah bon, t'es sûr? Alors après, elle réfléchit, il fait non, quand même, c'est pas très probable, tu vois, ou que j'ai un accident de la route, ou qu'il y a quelqu'un qui vient et qui me donne 500 € parce qu'il a envie de me les donner, tu vois, avec bon. Non, tout ça n'est pas aussi probable l'un que l'autre. C'est pas facile en fait de travailler sur l'incertitude, c'est pas facile de travailler sur ces qualités à développer avec les élèves, et donc le questionnement, c'est un très bon moyen. Et il y a le troisième qui, à mon avis, celui qu'on devrait le plus développer aussi avec les élèves, qui est la confrontation, l'altérité, le fait de tout simplement débattre, échanger en fait avec les autres. Tout travail en groupe bien mené, pas simplement juste pour remettre des liquides dans des béchères en chimie, mais des vrais travails où on va demander aux élèves d'échanger, de se positionner, d'argumenter, d'écouter, de changer d'avis éventuellement, de dire pourquoi, de justifier, et bien là, on va pouvoir travailler certaines qualités, alors pas toutes, mais l'écoute, la sensibilité aux arguments, l'envie ou pas de bien argumenter, donc c'est bien des savoir-être qu'on va travailler là comme ça. Et il y en a un qui est lié à ça, pour terminer, c'est que j'ai dit, il faut peut-être qu'on donne l'exemple, nous, ceux qui intervenons au quotidien, mais j'aime bien aussi dire que, et c'est les profs de lettres, je pense qu'ils peuvent le mieux le faire, c'est à travers la fiction. D'accord. Utiliser la fiction comme outil en fait pour... Les personnages, leur caractère, leurs vertus critiques, évidemment, le but est pas... On peut travailler sur des vertus plus générales. Ils sont gentils, aimables, tout ce que tu veux. Non, mais intellectuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel geste en fait intellectuel s'est passé là? Qu'est-ce que ça traduit comme caractère? Tu prends un Sherlock Holmes, il a d'énormes qualités intellectuelles, analytiques, mais en termes de vertus, de comportement, ça se discute, tu vois, les manières... Mais il peut être très condescendant ou très arrogant avec d'autres personnes, puis au contraire, il peut être très, très serviable, mais intellectuellement, il peut être très rigoureux, mais est-ce qu'il peut être très nuancé? Tu vois, on peut revenir sur les qualités de certains personnages qui, dans une situation donnée, vont agir ou pas d'une certaine manière parce qu'ils ont telle ou telle qualité, et pas que analytique, mais aussi de comportement, de traits de caractère. Mais Sherlock Holmes n'est pas au programme. Ils peuvent prendre, ils peuvent l'intégrer, oui, mais il y en a tellement. Enfin, tu peux prendre n'importe quel roman, et puis de Flaubert en passant par des Victor Hugo, ou même dans des poésies. Enfin, on peut toujours retrouver... La nouvelle fantastique, parce qu'ils font le fantastique. Et dans les nouvelles fantastiques, tu peux prendre des séries aussi pour les profs de langue. Ils peuvent prendre des séries dans une langue donnée, et puis, je sais pas, je pense toujours à Dr House, parce que pour moi, c'est un symbole, en fait, de ces vertus ou non qu'il avait. Oui, c'est Sherlock Holmes. C'est un Sherlock Holmes, un peu en médecine aussi. Mais dans plein d'autres séries, on peut retrouver ces qualités-là. Après, aux enseignants de trouver, et c'est tant qu'on l'a en tête. Je pense que c'est ça qui est important. Je repense à l'exemple de ma fille l'autre jour qui me parlait de La Belle et la Bête. Il y avait un extrait dans lequel, en fait, la bête exprimait certaines qualités à travers le fait qu'elle se remettait en question, qu'elle était capable de dire qu'elle avait un regard sur elle qui était lucide. Et donc, les questions que le prof posait, c'était quelle qualité la bête exprime-t-elle qui, en fait, s'oppose à son apparence. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là le collègue de dire est-ce que là, on a des vertus de type vertu critique? Est-ce qu'on est sur des dispositions qui peuvent l'aider à exprimer mieux sa position, à être plus nuancé? Tu vois, on peut en parler à ce moment-là. Et on peut discuter de ce que incarne le personnage. Et en quoi c'est peut-être utile ou pas, pour pas dire bien ou mal, en termes d'objectifs d'autonomie intellectuelle, par exemple. Oui, ça veut dire que c'est faire une analyse, déjà. Oui. Et aller au-delà, en fait, en essayant vraiment de réfléchir à ce qu'il y a derrière. En plus, chaque personnage, donc il y a des individus qui sont certes fictifs, mais en tout cas des individus auxquels on peut retrouver quand même des caractères humains. Bah oui, pour enquêter. Je pense que l'enquête est le meilleur exemple. Tous les moments où il y a des enquêteurs, des enquêtrices, c'est un bon sujet en fait de vertu intellectuelle. Mais pas que. Je pense que tu vois, des vertus intellectuelles, comme on a dit tout à l'heure, de la lucidité, de la nuance, de la curiosité. On n'est pas obligé de trouver ça que forcément chez Agatha Christie ou chez Sherlock Holmes. Et évidemment, on peut aussi prendre dans l'histoire. Des personnes réelles qui se sont comportées de telle ou telle manière. Je pense à Pasteur, à Marie Curie, à Einstein, à tout ce que tu veux, des grands personnages un peu qu'on retrouve dans l'histoire, plutôt intellectuellement parlant, pas forcément au niveau juste humainement parlant. Oui, parce que Hitler...
Bon, voilà, et ben oui, donc on peut travailler sur ces... Alors je dis scientifiques parce que c'est la première idée qui me vient, mais quelles étaient les qualités qu'ils ont développées au-delà de leurs compétences ou capacités intellectuelles. Ne ratez pas le prochain épisode pour savoir tout ou presque sur l'esprit critique. À bientôt.